Je vais procéder à l'appel. Donc c'est la première séance de l'année. J'espère que toutes vos vacances de Noël sont bien passées. Et je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Céline Benex. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Alors je procède à l'appel. Monsieur Xavier Marcot, Monsieur Claude Bourgeois, Monsieur Jonathan Argenson, Monsieur Denis Sabon qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-Dominique Artaud, moi-même, Madame Galmard, Madame Joëlle Eckmayer qui donnera pouvoir à Madame Arsac à partir de 10h30, Madame Muriel Boudier, Madame Marcel Arsac, Madame Catherine Gaspa, Monsieur Armand Béglin, Monsieur Michel Bouillet, Monsieur Patrice Dupont, Madame Christiane Lagier, Madame Christiane Jouffre, Monsieur Patrick Page, Madame Chantal Grabner qui a donné pouvoir à Monsieur Claude Bourgeois, Madame Yannick Cuer, Madame Fabienne Alouis, Monsieur qui a donné pouvoir à Monsieur Patrick Savignan, pardon, c'est ça? Ok. Monsieur Patrick Savignan, Madame Laureau, Monsieur Gastou qui a donné pouvoir à Madame Normani, Madame Normani, Monsieur Proto, Monsieur Vaton, Monsieur Pazero, Monsieur Boudier, Madame Chalandon, Monsieur Cédric Archier qui a donné pouvoir à Madame Catherine Gaspard, Monsieur Artaud, Monsieur Marquesto, Madame Valérie Andrès, Madame Aline Landrin qui a donné pouvoir à Madame Valérie Andrès, Monsieur Nicolas Arnoux, pardon, et Madame Céline Benex. Le quorum étant atteint, l'ordre du jour peut être examiné. Vous avez été destinataire de la liste des décisions prises durant les mois de novembre 2022, article L2122-22 du CGCT. Avez-vous des observations, chers collègues? Non, pas d'observation. Vous avez également été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 13 décembre 2022. Avez-vous des remarques? Oui, Monsieur Pazero. Je t'en prie. Je n'ai rien reçu. Rien. Rien du tout. Rien du tout? Non. Alors je voulais savoir comment j'étais informé des conseils municipaux ou des conseils communautaires, puisque je n'ai rien reçu. Alors, bon, manifestement, déjà, il y a la théorie de la connaissance acquise puisque tu es là, mais après, on va voir ça avec les services. Je sais que tu avais rendu la tablette, alors moi, j'étais pas là, mais j'avais dit que c'était pas la peine, il fallait que tu la gardes, parce qu'en qualité de conseiller municipal et de conseiller communautaire, donc normalement, les notifications se font par là. Est-ce que tu as pu récupérer la tablette? Tu n'as rien reçu? C'est le cas de. Est-ce que c'est le cas d'autres membres du conseil ou est-ce que c'est une. Parce que normalement, tout est notifié là-dessus et sur la boîte mail. Ok. Est-ce qu'il y a qui aurait éventuellement un autre problème avec ça? À t'en faire qu'on le sache. Et Marie-Pierre, si vous pouvez vérifier si M. Pazero a bien reçu. Il a bien reçu par mail ou pas? On va regarder. D'accord, ok, ça marche. Allô? Pardon? Oui, M. Savignon. Oui, le seul problème depuis le début du mandat, on le répète, c'est qu'on reçoit les conseils municipaux très tard. Et c'est quand même, bon, moi j'ai eu une information par mail 7 jours avant, et 5 jours avant, je reçois le dossier par accusé de réception. Si je ne suis pas chez moi, je vais le chercher. Enfin, pour un lundi, là c'est vendredi, voilà. Je vous répète, peut-être c'est le problème qu'a eu M. Passero, il découvre. Nous, ça fait un petit moment qu'on est dans l'opposition. On respecte strictement la réglementation, mais là, si c'est effectivement une erreur de notre fait, on le corrigera sans aucune difficulté, pas de problème. Bon, ok, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc on passe au vote du procès-verbal, s'il n'y a pas de remarques sur le procès-verbal en lui-même? Non? Ok, ça marche. Nous en manque quelques-uns. Il n'y a plus la liste, Marie-Pierre, qui s'affiche de ceux qui manquent, comme ça je peux... Ah voilà, très bien. Alors, Madame Andrès, Monsieur Bourgeois, le pouvoir pour Madame Grabner, très bien pour Madame Alouis, le pouvoir pour Madame Landrin également, du coup, mon colonel et Monsieur Page. Et là, on est bon.
Alors, 35 pour, 33 votes, 27 exprimés, 26 pour, 1 contre, 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Pour votre parfaite information, le Denis ayant été opéré, mais tout va bien, le premier point a été retiré. Donc on passe directement au deuxième point, enfin on retire le premier point. Budget principal de la ville d'Orange, restitution de véhicules par le Pays d'Orange en Provence à la commune d'Orange. Donc c'est une délibération classique. On avait de mémoire, c'était une benne à ordures ménagères, c'est ça ? Un bus, pardon, excusez-moi. Un bus qui nous est rétrocédé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions, on passe au vote. Pardon. Vous avez, pardon, oui, vous avez commencé par la deuxième, non? Oui, je viens de vous dire qu'on a retiré la première, on n'a pas, pu se voir parce que M. Sabon a été opéré, tout va bien. Ah, d'accord. Je vous rassure. Moi, pas entendu. Mais du coup, voilà. Ok, merci. On passe au vote? Oui, Madame Normani, je vous écoute. Si, d'après le dossier, c'est vous qui êtes le rapporteur? Oui. Eh bien, donc, je ne vois pas où est le problème. Pourquoi on ne traite pas le premier dossier? Parce que je viens de vous le dire, on vient de le retirer parce qu'on n'a pas pu se voir avec M. Sabon, il est opéré. Oui, mais enfin, vous avez sans arrêt des gens absents dans votre conseil. Oui, mais là, c'est le premier adjoint quand même. Oui, mais bon, pour ce qui est traité, je pense que ça nécessite pas. Est-ce que vous avez des questions autres que sur le fait que la présidence de la séance décide de retirer un dossier? Oui ou non? C'est-à-dire que c'est important sur les affaires scolaires, quelles vont être les délégations qui vont être redistribuées à qui? C'est important ça, quand même. On est en pleine année scolaire. C'est pas votre problème, Madame Normani. Mais non, il n'y a pas plus de responsable. Les pouvoirs des adjoints sont donnés par délégation du maire. C'est assez simple. Donc, in fine, je suis de toute façon toujours responsable. La loi nous l'a récemment encore prouvé. Donc, in fine, c'est toujours moi qui décide, Madame Normani. On travaille en étroite collaboration avec les adjoints. Mais là, il y a des dossiers particulièrement importants. Et pour le moment, j'en garde la charge, tout comme je garde la supervision, parce que la loi m'y oblige, de tous les dossiers pour lesquels je donne délégation de mes pouvoirs. C'est assez classique. C'est du droit très, très pratique. C'est tout. Alors, il reste Monsieur Gastou, Madame Alouis, Madame Normani, Monsieur Pazero, et il m'en manque en dessous. Monsieur Proto. Oui, Monsieur Savignan. Ah oui, oui, bon, aussi, par rapport à la première délibération, je voudrais intervenir ne serait-ce que sur la question de la vacance du poste. Oui, je vous en prie. Voilà, donc sur la vacance du poste, c'est-à-dire que je profite de ça pour revenir sur la démission de Madame Alouis, de son siège de conseiller communautaire pour des raisons de santé. Donc ma collègue savait qu'un conseil communautaire devait être obligatoirement un élu municipal, mais ignorait qu'en démissionnant, elle devait être obligatoirement remplacée par une femme conseillère municipale. Notre groupe étant composé d'un homme et d'une femme, nous avons cru à tort que je pouvais la remplacer. Vous, de votre côté, étiez prêt à transgresser la loi en faisant siéger Régine Pellegrin, qui n'était pas élue municipale. On aurait pu dire qu'il y avait match nul. L'absurdité de cette loi aboutit à la perte d'un siège pour la ville d'Orange, puisque le poste est désormais vacant sans que la parité soit respectée. Parité qui n'est pas plus respectée au conseil municipal dans lequel siègent 19 hommes et 16 femmes. Cette situation est d'autant plus ubuesque et injuste que pendant 16 mois, cette nouvelle disposition sur la parité n'a pas été respectée au conseil communautaire. Lorsque l'ancien maire de Caderousse a démissionné en juin 2020, c'était M. Blairon qui devait le remplacer. Cela n'a pas été le cas. C'est Mme Vandal qui a été désignée à tort conseillère communautaire. Vous avez mis 16 mois pour vous mettre en conformité avec la loi. Cette application très approximative des dispositions législatives aurait dû vous conduire à accepter l'annulation de la démission de Fabienne Alouis. Voilà ce qu'on avait à dire sur, oui, Monsieur Savignan. Sur cet imbroglio juridique. Deux choses. La première, parce qu'effectivement, ça n'avait pas forcément été su, Madame Vandal avait été désignée par la commune de Caderousse. Par erreur. Et on avait reçu Madame Vandal en lui disant que c'était pas forcément elle qui devait siéger, sauf que l'Assemblée ayant acté de son élection, il n'y avait que ou le recours judiciaire
ou le recours préfectoral. En l'état, on ne respectait effectivement pas la loi, et comme vous l'avez justement dit, ça n'est pas bon, de toute façon. Donc c'est quelque chose que nous avons corrigé quand Madame Vandal a démissionné par voie de conséquence. C'était une erreur de la mairie de Caderousse, enfin de son précédent maire, mais c'était effectivement une infraction à la loi. Bon. Donc c'est quelque chose que je ne veux pas renouveler. Le second point sur la démission de Fabienne Allouy. La loi et la jurisprudence sont assez claires. Quand une démission est publique, je vous renvoie au texte adéquat, le maire, si jamais l'un d'entre vous décide de démissionner et le fait publiquement, le maire ne refuse pas une démission, il acte la démission. Je ne l'accepte ni ne la refuse. Je suis tenu d'en faire état sans délai, le texte est assez clair, la loi est assez claire, et c'est une disposition législative, ce n'est pas une disposition réglementaire, et je dois la transmettre pour information idem aux représentants de l'État dans le département. Bon. Si je ne l'avais pas fait, à juste titre, vous auriez pu saisir un article de loi également qui fait que quand un maire ne respecte pas la loi, il est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et je vous ai suffisamment entendu assez gloser, vous de l'opposition, pour dire qu'on ne respectait pas le droit dans cet hémicycle. Et vous avez assez glosé sur la condamnation infâme qui a frappé Jacques Bompard, alors même que de nombreuses preuves avaient été amenées du fait qu'il n'avait même pas participé au conseil municipal et que certains adjoints avaient même dû faire des témoignages écrits qui ont été complètement balayés par la justice, pour justement être particulièrement scrupuleux de la loi. Donc en fait, on est tout le temps scrupuleux de la loi, mais pas uniquement quand ça vous arrange. Et il aurait fallu que Madame Allouy ne fasse pas publiquement, comme elle savait le faire, un coup d'état médiatique ou un coup d'éclat médiatique, pour être plus précis, à sa sauce, comme elle sait le faire, avec talent, avec brio, mais elle s'est elle-même liée les pieds et les mains. Voilà, c'est tout. Donc vous ne pouvez pas me reprocher aujourd'hui d'avoir respecté la loi. Moi, effectivement, je le reconnais tout à fait humblement. J'ai commis une erreur parce que je ne savais pas, alors là, pour le coup, je le reconnais, qu'il fallait avoir la conseiller municipal pour être conseiller communautaire. Quant à ce qui revient de votre contestation de la loi sur la parité, je pourrais éventuellement la partager, mais c'est vrai qu'en tout cas chez les Bompard, on n'a pas attendu d'avoir la loi sur la parité pour que des femmes soient élues. Une des premières conseillères départementales qui a été conseillère générale à l'époque qui a été élue, c'était Marie-Claude Bompard. On n'a pas attendu d'avoir la loi sur la parité. Et puis mon père, quand il a été élu député, a été remplacé par une femme sans aucune difficulté. Donc nous, on n'attend pas la loi pour mettre en avant les femmes. Voilà. Si vous, maintenant, vous contestez la loi sur la parité, oui, juridiquement, on pourrait en discuter. C'est vrai qu'elle ne s'impose pas pour le conseil municipal, elle s'impose pour le conseiller communautaire. Je ne suis pas à l'Assemblée, moi. Donc j'applique la loi. Oui, justement, on va faire poser la question au niveau du gouvernement, parce que c'est la seule ressource sur l'absurdité de cette loi. Parce que lorsqu'on n'est que 2 ou sur les petites communautés, je ne vois pas comment on peut faire. Hein. Si on doit et même en cas là, c'est une raison de santé, je répète, et on a lu aussi comme vous, même en cas de décès, il y a vacance de poste. C'est quand même grave qu'on ne puisse pas se remplacer, alors qu'on est élu au suffrage universel et fléché, quoi. Notre gourou, il est surtout là, comme vous venez de le reconnaître, vous avez fait une erreur, nous on l'a fait dans l'autre sens parce qu'on était persuadés, parce qu'ici, dans cette assemblée aussi, mais comme vous dites, c'est un droit, on a vu des remplacements hommes, femmes, hommes, hommes, je veux dire, ou femmes, non. Donc voilà, quoi. Et c'est ce qui nous étonne le plus, quoi, et qui est tout à fait scandaleux. J'entends, Monsieur Savignan, mais comprenez aussi que je trouve la raison, parce qu'elle ne s'en est pas cachée, et c'est tout à son honneur, de la démission de Madame Allouy au conseil communautaire était son état de santé. Elle n'en a pas fait état. Elle l'a motivé comme un argument de principe de sa démission. Et ce que je peux entendre tout à fait. Mais c'est réutilisé quelques jours plus tard parce qu'on s'est trompé, parce qu'on ne veut pas qu'un autre membre de la liste monte en disant « mais en fait j'étais malade ». Non, on le savait que vous étiez amoindri temporairement en termes de santé. C'était un argument de démission, ça ne peut pas être un argument de retrait de démission. Il y a une nécessité de cohérence, vous comprenez bien. C'est pas qu'on ne voulait pas que quelqu'un d'autre monte, c'est que de toute façon, voilà. Je l'ai compris la loi, comme ça, mais je peux me tromper. On ne le savait pas, parce que sinon...
Voilà. Mais je ne vais pas défendre un système législatif ou réglementaire qui est cul par-dessus tête. Moi, quand j'étais jeune étudiant en droit, nos profs passaient leur temps à nous dire la loi est rédigée avec les pieds, c'est n'importe quoi. Personne, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Il y a de plus en plus d'avocats spécialistes. Les juges ne connaissent même pas les lois. Alors évidemment, les élus au premier chef, si les professionnels du droit ne connaissent pas le droit parce qu'il est trop vaste, je me doute que nous, élus, et vous voyez, moi-même qui suis juriste, je me suis planté. Et pourtant, j'en aurais bouffé de ce droit-là. Donc, oui, ça n'est qu'un énième symbole ou symptôme de la déliquescence de ce qu'on appelle, mais ce qui n'en a plus beaucoup les caractéristiques, de l'état de droit français. Ça devient n'importe quoi. Vous avez une insécurité juridique qui est totale et qui est permanente. Et on vit, nous, et on gère cette Assemblée dans cette insécurité juridique permanente. Donc là, vous le touchez du doigt. Jacques Bompard l'a touché du doigt aussi. Et vous n'avez pas fait grand cas de sa situation. Oui, mais la situation de Jacques Bompard, c'est une réalité. Hein. Ah non, c'est pas une réalité. Une condamnation, c'est une réalité. Non, c'est pas une réalité. Selon que vous serez blanc ou selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Qu'est-ce qui a été reproché à Jacques Bompard? C'est d'avoir participé à un vote, à une délibération du conseil municipal, à laquelle la presse elle-même a rappelé qu'elle n'était pas là, qu'il n'était pas présent, et à laquelle des adjoints, donc des officiers de police judiciaire, excusez-moi du peu, ont témoigné qu'il était sorti. Et alors qu'il y avait un principe général du droit pénal que moi j'ai appris, qui était de dire le doute profite toujours à l'accusé, là le tribunal et la cour d'appel ont dit non, le doute ne profite pas à l'accusé. Alors que c'est quand même un principe général du droit. Ça ne vous a pas posé de problème, vous n'êtes pas allé chercher sur le détail, et vous avez tous ri à gorge chaude et à gorge déployée sur le fait qu'il était devenu inéligible pour une erreur de forme. Maintenant, vous touchez du doigt cette erreur de forme qui vous frappe. Je ne vais pas pleurer sur votre situation comme vous n'avez pas pleuré sur la situation de mon père. Oui, bon, voilà. Écoutez, nous on pense qu'il y a 2 points, 2 mesures, et notamment cet après-midi. Oui, je vous confirme. Oui, la situation, la situation sera cocasse quand même cet après-midi au Conseil communautaire, puisqu'il n'y aura pas la parité, du fait de l'absence de Mme Malouis. Vous redites ce que je vous dis, on touche du doigt l'absurdité de ce système pénal, légal, réglementaire. Voilà. Okay. Mais vous avez tous fait vos gorges chaudes sur une erreur, sur une erreur et sur une fausseté. Voilà. Bah écoutez, maintenant que ça vous frappe, je ne vous dis pas que je saute de joie, parce que ce n'est pas le cas, mais au moins vous goûtez la médecine qu'on nous a fait goûter à nous aussi. On est passé au vote, donc 35 votants. Hop là, pardon, j'ai pas pu lire le résultat. Merci Marie-Pierre. 33 votes, 33 exprimés, 33 pour, 0 abstention. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 3, adhésion au groupement de commandes permanent entre le Pays d'Orange en Provence et ses communes membres. C'est une délibération assez classique qu'on essaye encore de continuer d'accélérer, notamment avec nos collègues des communes membres, parce que ça nous permet de faire des économies d'échelle dans une période pendant laquelle, alors même avant ça, où on sait qu'on est frappé d'une grosse inflation. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Normani? Oui, non, je suis juste stupéfaite que ça n'ait pas été fait avant. Je ne comprends pas. Non, mais ça fait des années que c'est fait. C'est juste que vous n'avez pas lu. Ben oui, mais sauf qu'on le renouvelle. C'est écrit dans la délibération, Madame Normani, il faut que vous travailliez un peu au dossier. Non, les achats en commun n'avaient pas été programmés avant. Nous l'avons vu en commission. Si, ça fait des années que c'est fait. Si. Non, c'est faux. Bon, je ne sais pas comment faire avec vous. Je comprends que vous soyez un peu honteuse et ridicule de ne pas avoir lu le dossier, mais c'est courant et on ne peut pas faire autrement, sinon on n'aurait pas fait déjà des groupements d'achat. Mais vous pouvez nier les évidences. C'est un peu votre marque de fabrique, ça vous rend un peu ridicule auprès de tout le monde, mais moi j'y peux mettre si vous ne travaillez pas vos dossiers. On passe au vote s'il n'y a pas d'autres questions. C'est faux. Okay. Mais Madame Normani, sinon je n'aurais pas le droit de faire ces groupements de commandes si on ne les avait pas passés en délibération. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, Monsieur Dupont, Madame Eckmayer, Madame Gaspard, Monsieur Gastou, Monsieur Archier. Alors, 35 votants, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, orientation d'aménagement et de programmation numéro 1, Coudoulet Habitat au plan local d'urbanisme, acquisition des parcelles cadastrées. C'est pour continuer la maîtrise foncière sur cette partie-là.
sur cette partie de la zone sud qui va être amenée effectivement à se déployer et qui se déploie déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Alors, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Convention d'intervention foncière SAFER PACA, acquisition des parcelles cadastrées, lieu-dit Russan. Alors là, c'est pareil, c'est des conventions avec la SAFER, justement, pour préserver un certain nombre de sites qu'on estime sensibles. C'est en étroite collaboration avec la SAFER, parfois même à leur demande. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. « 33 votes, 33 exprimés, 33 pour, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 6, requalification de l'îlot communal 6 place Laroyenne au centre ancien, délibération de principe relative à l'aliénation de gré à gré au profit de la société Kaufmann & Broad. Vous connaissez un peu l'histoire, ça fait des années et des années qu'on attend que cette zone-là soit restructurée. On souhaitait le démolir, mais on n'a pas eu les autorisations de la part des ABF ou des monuments historiques, j'oublie à chaque fois, parce qu'il y a un linteau de particulière importance. Donc il nous est autorisé de ne proposer une démolition que si on a un projet de restructuration. Et là, la société Kaufmann & Broad souhaite se porter acquéreur, le temps de faire les études, etc. On a eu la même sur l'îlot anciennement Festé-Coulon. Donc voilà, c'est le même ordre d'idée pour la restructuration. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Mme Normani, après M. Savignan. Oui, donc nous espérons que cette réhabilitation, tant attendue, puisque ça fait un moment que cet immeuble est en désuétude et en danger immédiat pour les gens qui se baladent autour. Donc nous espérons vraiment que cette réhabilitation aboutira et qu'elle sera l'occasion d'anticiper aussi un projet d'aménagement pour ce secteur, notamment la place Laroyenne, en créant peut-être un espace de vie agréable pour les habitants de ce quartier. Oui, alors c'est délicat parce que le parking est particulièrement apprécié, donc en amoindrir les zones, il a été intégré déjà je trouve, mais ça me paraît un peu dommage, surtout en centre-ville où les commerçants nous demandent... Alors, j'ai même eu des commerçants qui me demandaient, un commerçant, il me disait qu'il manquait 1500 places dans le centre-ville. Alors là, je ne suis pas sûr d'y arriver, je vous le dis très sincèrement. Ça me paraît beaucoup. Mais du coup, celles qu'on est arrivé à avoir, ça me paraît délicat de les perdre. Et vu le peu de place qui reste après en interne, faire un parc ou quelque chose, ça me paraît un peu délicat de mélanger un endroit où on pourrait éventuellement amener ses enfants et un endroit de forte circulation comme un parking. Mais bon. Monsieur Savignan. Oui, après Monsieur Vaton. Ouais, Monsieur Savignan. Oui. Donc, nous voterons contre cette délibération. Attendez, j'ai un petit problème de... Voilà, nous voterons contre cette délibération car depuis le début du mandat, nous constatons que l'urbanisation et l'aménagement du centre-ville est souvent délégué au privé. L'appel aux aménageurs publics n'est pas votre choix alors que vous avez voté pour l'absorption de Wallis Habitat par Grand Delta en vantant les qualités d'aménageur de cet organisme. De plus, nous n'avons aucune information sur le futur projet. Nous vous rappelons que nous réclamons depuis le début du mandat des états généraux du centre-ville, permettant d'avoir une vision en termes de logement, de mobilité, de commerce sur la rénovation du centre-ville, un projet global réfléchi par tous les Orangeois et non une addition d'opérations confiées à des promoteurs dont le souci premier n'est pas de permettre à tous les Orangeois qui le souhaitent d'habiter leur centre-ville, mais de faire des opérations immobilières lucratives. Organiser la mixité et l'accessibilité, ce n'est pas leur préoccupation première. La bétonisation de l'aire marseillaise par la société Kaufmann & Broad est là pour l'attester. Voilà. Alors, il y a plusieurs... déjà, moi, je regrette parce que je pense que c'est attendu quand même de la part de tout le monde, la rénovation de cet endroit. Ça nous permettrait de réouvrir la voirie. C'est vrai que ça fait un moment que c'est attendu. Est-ce que c'est le cœur de métier d'une collectivité de faire du bâtiment? Non. Est-ce qu'on le fait pour partie? Oui, mais sur des choses qui ne demandent pas une ingénierie particulière. Là, il y a une restructuration, somme toute, quand même assez massive.
Je regrette un peu votre point de vue idéologique. Parce que le public ne peut pas tout porter. Moi, je suis intellectuellement plutôt colbertiste. Donc, parfois, quand vous parlez selon vos points de vue, ça me parle. Les fortes entreprises d'État, ça ne me pose pas de difficulté, bien au contraire. Après, on n'est pas à la tête de l'État, d'une part, et donc d'autre part, enfin, avoir des partenaires privés qui savent faire et qui sont réactifs dans les contraintes françaises qui sont ce qu'elles sont, c'est quand même un atout. Alors, je reprécise quand même, je n'ai pas vanté Grand Delta Habitat. J'ai plutôt dit que Mistral Habitat, c'était la catastrophe. Ça, c'est sûr. Et il est vrai, en revanche, ce que j'ai dit, c'est que la gestion du parc sur Orange était mieux tenue par Grand Delta Habitat que par Mistral Habitat. Ce qui ne m'empêche pas, voilà, merci Madame Galmar, qui a eu maille à partir pendant des années, ce qui n'empêche pas que je serai tout aussi vigilant vis-à-vis de Grand Delta que ce que je l'ai été vis-à-vis de Mistral. Mais il est vrai que, et là vous devriez le comprendre, je pense, quand on voit qu'une restructuration de legs prend 25 ans pour commencer, qu'on leur promet, qu'on a promis à ce quartier 4 ou 5, voire 6 restructurations, qu'à tel point qu'ils ne viennent même plus aux réunions publiques, et que avant la fusion de Grand Delta et de Mistral, on commençait, je le dis, parce que maintenant c'est passé, on commençait à s'inquiéter sur le fait que ne serait-ce que la dépollution et le grignotage des bâtiments à détruire pour lesquels Mistral Habitat s'était engagé et ma sœur Anne, on ne voyait toujours rien venir, et que, alors peut-être est-ce un hasard, peut-être que, mais il y a un moment où c'était au point mort. Et le point mort s'est arrêté et ça a redémarré à partir du moment où il y a eu le projet de fusion-absorption de Wallis Habitat par Grand Delta. Et donc du coup, moi je suis très réaliste. Donc c'est vrai que voyant les carences et les errements politiques, et même les orientations les orientations de non-restructuration de Wallis Habitat selon la gueule du client, quand j'ai vu que ça ne se faisait plus, ou en tout cas que ça se faisait moins pour l'instant avec Grand Delta, oui, je ne vais pas vous dire que j'ai pleuré la mort de Mistral Habitat / Wallis Habitat, ça c'est sûr. Maintenant, je serai toujours aussi vigilant, peu importe le bailleur social, pour que la restructuration de ce quartier soit faite. Sur le reste, je pense que les restructurations, quand même, vous les voyez, il y en a une partie qui est publique. La rue Victor Hugo a quand même changé en tout cas c'est ce qu'un bon nombre d'Orangeois nous disent, la rue Victor Hugo a changé de visage et Dieu sait pourtant si elle avait souffert. Le deuxième, on est arrivé aussi à accélérer sur l'impasse du Parlement, qui était quand même un point un peu noir de la ville. On est en train de se positionner sur la rue Victor Hugo, mais très franchement, c'est pas notre cœur de métier, il faut être tout à fait honnête. Donc on arrive à faire des choses qui sont quand même sympas, mais mécaniquement, vous allez le comprendre, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et si le privé le fait aussi bien, si ce n'est mieux et plus rapidement que nous, je ne vais pas faire une maladie à ce que tout reste en régie, ça me paraît assez cohérent. Maintenant, après, je vous laisse libre de votre choix, mais ça me paraît un peu dommage. Voilà, vous avez mes grandes orientations, enfin les grandes orientations de cette majorité. Monsieur Vaton. Oui, vous avez presque tout dit. Simplement, il y a un immeuble qui date du Moyen-Âge, là, qui est au coin, et qui a un petit linteau. Et l'ensemble de ces immeubles, Kaufmann et Broad, sont surtout spécialisés, eux, dans la construction de bâtiments neufs, et ils font très peu de restauration. Je me demande pourquoi vous avez fait de gré à gré. Peut-être que faire un appel à d'autres sociétés aurait été peut-être pas mal. Et ensuite, j'espère que vous ne le vendrez pas moins cher que ce que vous avez acheté, parce que j'ai vu que vous avez acheté 3 bâtiments, là, aux alentours de 400 000 euros. Voilà. Et que le projet ne sera pas de tout démolir et de faire quelque chose de bien. Oui, on est plutôt effectivement sur ce projet-là. Après, soyons tout à fait honnêtes, ces biens-là, c'est des biens qu'on a depuis de très nombreuses années, pour lesquels on a fait des acquisitions aussi encore récemment pour avoir un îlot cohérent. Mais c'est des zones qu'on a proposées à tous les investisseurs qui se proposaient. Et comme le disait à juste titre, pour le coup, Monsieur Savignan, je résume un peu votre pensée, mais ce n'est pas des philanthropes. Donc s'ils le font, c'est qu'ils vont voir l'intérêt économique. Après, je sais que vous êtes attaché au prix de vente. Maintenant, vous connaissez mieux le marché que moi. Parfois, on achète c'est haut, parfois, on achète c'est bas. Et après, en termes de taux d'usure ou de responsabilité, très franchement, il y a des choses où, quand on voit que l'ingénierie est compliquée, je préfère la déléguer. Je préfère être tout à fait clair. J'ajoute que sur des choses qu'on a récupérées et qui sont en mauvais état, il y a quand même des biens délaissés vacants de l'État, que l'État nous a directement refilés aussi. Il n'y a pas que des choses qu'on a acquises. Et donc ça fait partie des cadeaux empoisonnés sur lesquels on n'a pas forcément autant de maîtrise que des promoteurs. Il faut être tout à fait honnête. Oui, Monsieur Savignan. Oui. Oui.
Oui, je voudrais répondre à ce que vous avez dit. Donc, vous venez de le confirmer. Kaufmann et Broad, ce n'est pas des philanthropes. C'est avant tout des promoteurs qui construisent de l'immobilier. Et sur cet immobilier, nous, c'est sur le logement qu'on veut insister, le logement du centre-ville. Comme il n'y a pas de projet global, comme on ne participe pas, il n'y a pas d'états généraux, on n'a pas de vision sur l'ensemble du centre-ville. Et c'est là-dessus qu'on veut pointer. Il est vrai qu'il y a des collectivités qui sont aménageurs publics. Bon, ce n'est pas votre choix, mais il y a des collectivités qui sont aménageurs publics. Pas obligé de prendre le Mistral, il y a d'autres choses à faire là-dessus. Et ensuite, bon, on insiste là-dessus, on voudrait avoir un projet global, une vision globale pour le centre-ville, avec l'ensemble des Orangeois, et surtout que le centre-ville soit habité par des Orangeois. Kaufmann et Broad, ça va être encore des investissements en direction d'un certain type de public, et aussi pour le tourisme. Alors, je vous donne les grandes lignes, même si effectivement, je vous le rappelle, il y a un plan local de l'habitat qu'on a voté en plus. Alors là, c'est la compétence de l'Interco, mais j'ai deux casquettes, donc je vous donne quand même les grandes lignes de ce qu'on prévoit. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire un centre-ville de qualité, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans le centre-ville ce qu'on trouve dans les extérieurs. Donc ça demande des restructurations qui sont quand même manifestes, qui n'empêchent pas aussi qu'on axe notre politique, parce qu'on sait, on a eu l'analyse des besoins sociaux il y a bientôt 1 an, on sait, mais ça c'est un fait très français, que vous avez un vieillissement de la population, vous avez un creux sur Orange entre les 18-40 ans, en fait on revient à Orange quand on a un emploi et des enfants. Et donc du coup on sait qu'il y a un vieillissement de la population et qu'on en a les 2/3 qui ne vont pas pouvoir avoir les moyens de s'offrir un EHPAD. Alors parfois quand on voit les scandales Orpea on se dit que c'est pas plus mal, mais c'est vrai que là ce sur quoi on se positionne, et vous l'avez vu pour le coup, vous en êtes au courant puisqu'on l'a voté il y a quelques années, enfin il y a une petite année, c'était justement là un peu plus loin, c'était sur l'ancien Fest-et-Coulon, on se positionne de plus en plus sur le centre-ville, sur du senior social. Pourquoi ? Parce que ça permet justement, dans ce monde où on oublie de plus en plus nos anciens, de pouvoir les mettre dans le cœur de ville, même si ce n'est pas un alpha et un oméga, et même si on souhaite qu'il y ait le plus de mixité, comme on dit, mais de leur permettre justement d'être plus proche du centre-ville. Sachant que c'est un peu là-dessus qu'on va se positionner sur le social, c'est lato sensu, parce que même sans être en déficit, il faut quand même qu'on atteigne les 25%. C'est essentiellement sur le handicap, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de besoins de logements en accessibilité. Alors ce qui n'est pas forcément simple dans le centre-ville, là ce sera plutôt dans les extérieurs, c'est ce qu'on a fait plutôt vers les Bastides du Lac ou à Arnaud-Beltrame, un peu plus loin. Alors c'est un peu plus excentré, mais c'est plus simple pour les nouvelles contraintes. Et c'est vrai qu'en revanche, sur le centre-ville, on va plutôt se positionner sur du senior social ou sur du qualitatif, parce que je pense que c'est ça qui fait remonter les centres-villes un peu vers le haut, et Dieu sait qu'ils ont souffert pendant ces nombreuses années. Voilà. Vous avez des grandes lignes. Je ne pense pas que ce soit forcément ce que vous préfériez, et essentiellement, parce que ça c'est un peu ma marotte depuis des années et des années, c'est se battre pour qu'on ait les bailleurs sociaux qui rénovent enfin leur parc. Parce que c'est toujours la course à l'échalote sur la construction de neuf. Là, sur le coup, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est renouvellement d'anciens, c'est moins rentable. Donc du coup, les bailleurs sociaux se positionnent beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'on les tanne beaucoup là-dessus. Voilà. On peut passer au... Oui, tout simplement, puisque vous nous avez donné les grandes lignes. C'est vrai qu'on n'est pas complètement satisfait, on préférerait un grand débat. Bon, là, on s'abstiendra. Voilà. Je suis touché déjà. Je vous remercie. C'est déjà une évolution, comme quand on discute. Comme on a discuté. Je tiens à préciser que sur Fest-et-Coulon, on a voté pour, et on avait ajouté que nous étions aussi sur l'intergénération. Et ça nous semble très important qu'en centre-ville, on réfléchisse à ce côté-là aussi. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est plutôt là-dessus qu'on se positionne, du reste. C'est plutôt sur l'intergénérationnel, parce qu'on a un vieillissement de la population. Je vous dis, moi, mon idée intellectuelle, c'est la retraite à la maison plutôt que la maison de retraite. Et surtout qu'on voit que de plus en plus... Alors, bon, je sors un peu du débat, hein, vous m'excuserez, mais c'est vrai que dans le cadre de mes autres obligations, il y a aussi une partie qui est relative à l'hôpital, etc. Et on sait très bien que l'ARS, enfin le gouvernement, a décidé de ne plus ouvrir de lits d'EHPAD. Je ne sais pas comment il va faire avec le vieillissement de la population, mais moi je n'ai pas forcément envie qu'on se retrouve avec de plus en plus de scandales sociaux et sanitaires. Donc je ne dis pas que... Alors, ce n'est pas la compétence de la ville, nous on peut faire en sorte, tant qu'il n'y a pas de dépendance, on peut agir.
Dès qu'il y aura de la dépendance, il faudra que les pouvoirs publics compétents s'en saisissent, mais nous, on fera notre maximum pour retarder le plus possible l'âge d'arrivée des Orangeois à la maison de retraite. Voilà. On passe au vote, chers collègues. Monsieur Savignan, on vous attend. Alors, 33 votes, 31 exprimés, 31 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 7, opération programmée d'opération de l'habitat du renouvellement urbain, OPARU, mais on y est, avec volet copropriété, approbation du projet d'avenant. Alors, très concrètement, même si je suis sûr que vous le connaissez par cœur, on s'est rendu compte sur l'enveloppe qu'on avait dédiée, qu'on avait une grande partie de l'enveloppe était essentiellement utilisée par les propriétaires occupants, beaucoup moins par les propriétaires bailleurs. C'est un peu regrettable, mais donc du coup, c'est assez logique malgré tout, et donc du coup, on augmente la partie pour les propriétaires occupants, en attendant que les propriétaires bailleurs se saisissent un peu du dossier, mais sinon, en attendant, c'est des fonds qu'on n'utilise pas, donc c'est dommage. Donc à tant faire, plutôt en faire profiter dans un premier temps les propriétaires occupants, et dès qu'on aura un peu fini ça, on mettra un peu, on réinformera les propriétaires bailleurs. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Normani. Oui, est-ce qu'il serait possible d'avoir un état d'avancement chiffré des rénovations, des fonds utilisés, etc. Oui, je vais voir. Madame Fayol, c'est à Lucie. Ouais, on va demander à Lucie Fayol. Oui, mais ça me paraît. Mais je pense que ça doit être dans un compte rendu, un moment, ou un truc comme ça. Ça doit être dans un compte rendu d'activité. Oui, pas de problème, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, chers collègues? Non? Ok, on passe au vote. Pardon. Alors, 35 votants, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 8, je peux encore rester ou pas? Oui, RH. Madame Arsac, s'il vous plaît. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est un dossier qui revient chaque année. Hein. Tout le monde personne ne doit le découvrir théoriquement. Considérant que plusieurs modifications s'avèrent nécessaires, le tableau des effectifs joint à la présente tient compte de la création de postes en prévision de futurs recrutements et de la création de postes suite à une mutation partielle d'un agent. Donc, il est demandé au conseil municipal de décider de la création d'un poste d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet à raison de 13 heures par semaine. Ensuite, un poste d'assistant de conservation principal de deuxième classe, d'approuver la révision du tableau des effectifs du personnel arrêté au 1er janvier 2023 et d'autoriser monsieur le maire ou tout adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? C'est pour le conservatoire, si j'ai bien compris. Non. Oui, c'est ça. Ok, pas de questions, on passe au vote. Alors, il manque monsieur Pazero et monsieur Savignan. Et monsieur Savignan. Ok, très bien. Alors, 35 votants, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Et je laisse la présidence à madame Galmard. Vous me laissez juste le temps de sortir pour la suite. Merci. Dossier numéro 9. Déclaration préalable. Déclaration préalable pour la mise en place de panneaux photovoltaïques, délégation de signature.
Considérant qu'en application de l'article L422-7 du Code de l'urbanisme, si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, la commune doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. Considérant qu'une déclaration préalable a été déposée le 23 janvier 2023 et enregistrée sur le numéro DP 84 087 23 000 34 par EDF ENR pour le compte de M. Yann Bompard, considérant après instruction que la déclaration préalable concernant la pose de panneaux photovoltaïques en toiture ne convient pas au droit en vigueur, il n'y a pas lieu de s'y opposer. Il est donc demandé au conseil municipal de donner délégation de signature à titre exceptionnel pour cette déclaration préalable à M. Xavier Marco, 9e adjoint au maire, et d'autoriser l'adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? Alors moi, je ne sais pas si je pourrais répondre. Oui, pourquoi on passe ce dossier? C'est un dossier privé, donc il suffit de déposer une demande de permis. Et donc je me demande pourquoi on pose ce dossier. C'est écrit au début de la délibération. En fait, comme le maire est intéressé, il peut pas, il faut désigner. Alors, on me dit là que c'est en début de la déclaration. Considérant qu'en application de l'article L422-7 du Code de l'urbanisme, si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de délégation préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, la commune doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. Madame Normani. Donc ça sous-entend que M. Bompard est concerné par le projet, en fait? Ben oui, ben oui. Et... Ah, c'est chez lui? Ben oui, forcément. Ah, forcément, okay. Puisque c'est écrit. Donc, quelle est, et du coup, par rapport à la ville d'Orange, quelle est l'imbrication en fait? Je ne comprends pas bien. Vous n'avez pas lu la... Ben, oui, mais mettez des mots concrets, parce qu'à un moment donné... Considérant qu'une déclaration préalable a été déposée le 23 janvier 2023 et enregistrée sur le numéro par EDF ENR pour le compte de M. Yann Bompard. Oui. D'accord. Bon. Il faut que ce soit noté parce qu'il est maire, c'est ça? Voilà. D'accord. Tout à fait. Okay. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Je n'avais pas compris ça. Ouais. Madame Lagier. Nous avons votant 35, vote exprimé 32, pour 32, contre aucun. Le dossier est adopté. On continue. C'est le numéro 10. Voilà. C'est encore moi? Oui, juste vous l'annoncer et vous donnez la parole à Mme Destra. D'accord. Dossier numéro 10. Attribution d'une subvention exceptionnelle à deux associations, Avenir Gymnique Orangeois et Orange Sport Athlé Nature. Je donne la parole à Madame Gaspard. Merci. Donc en fait, il s'agit de contribuer aux frais occasionnés par la location d'un praticable de gymnastique pour la team gym et la gym acrobatique qui a eu lieu ce week-end, le 4 et 5 février. Il est proposé donc d'allouer une subvention exceptionnelle à l'association Avenir Gymnique Orangeois d'un montant de 1 500 €. Et je dois vous dire que le fait qu'on soit terre de jeu 2024, ça nous a permis de le louer pour 1 500 € au lieu de 4 896 €. Voilà, comme quoi ça sert de temps en temps. Également à l'association Orange Sport Athlé Nature pour les championnats de France de marche nordique qui a eu lieu le 10 décembre 2022 pour un montant de 300 €.
Il est donc demandé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle à l'association Avenir Chimique Orangeois de montant de 1 500 €, d'allouer une subvention exceptionnelle à l'association Orange Sport Athlé Nature de montant de 300 €, de dire que ces associations ont satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation et de préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2023, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? Nous pouvons passer au vote, Madame Galmar. Oui, nous votons. Alors, votant 35, vote exprimé 32, pour 32, contre 0. Donc, le dossier est adopté. Merci. Donc, le dossier suivant, c'est également l'attribution d'une subvention aux associations Orange Football Club et les Rêves Bleus pour un premier versement pour l'année 2023. L'Orange Football Club pour un montant de 15 000 € et les Rêves Bleus pour un montant de 20 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'effectuer un premier versement de la subvention allouée pour l'année 2023 aux associations Orange Football Club et les Rêves Bleus, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Cette somme qui sera déduite de la subvention allouée pour 2023. Dire que cette association a satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation, de préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2023, d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Voilà. Tu peux aller le chercher? Monsieur Dupont, Monsieur Passero. Votant 35, vote exprimé 32, pour 32, contre 0. Le dossier est adopté. Alors, juste un point par rapport au point initial. Jean-Pierre, tu as bien reçu le mail en temps et heure. Hein. Donc, il faudrait voir si c'est bien synchronisé, enfin, si tu regardes bien tes mails. On renverra la preuve de l'envoi par courriel, il n'y a pas de souci. Et je déclare la séance levée. Merci à tous et à cet après-midi pour certains.